Bonjour tout le monde. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens à Sainte-Anne. Effectivement, j'ai passé 5 années ici, à l'internat de Sainte-Anne, au service hospital universitaire. Je me rappelle toujours de ma première rencontre avec le professeur Henri Lot. C'était à la cafétéria de Sousse. Et un été, autour d'un verre de thé. Et je lui ai dit, Monsieur Lot, je voudrais venir faire un stage avec vous. Il m'a dit, bienvenue. Et c'est depuis que ma trajectoire ici en France et puis par la suite au Québec a commencé avec beaucoup de bonheur. Je vous en remercie infiniment. J'espère que ce pont entre la France et la Tunisie et outre-Atlantique vont toujours continuer avec cette belle collaboration. D'ailleurs, qu'on a continué avec le professeur Marie-Odile Krebs. Donc, ce matin, je vais vous parler du programme Access Canada. Je dois dire que je commençais à travailler un peu dans la santé mentale de jeunes il y a à peu près une quinzaine d'années, où on a commencé à travailler avec un programme qu'on appelle PEP Montréal, qui est un programme pour les jeunes qui souffrent d'un premier épisode psychotique. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux un peu sur les débuts de la psychose, sur les différentes évolutions de la psychose, sur les manières de travailler avec les jeunes, sur les manières d'engager les jeunes. C'était pour moi une transformation. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour les troubles psychotiques et on ne fait pas ça également pour les troubles bipolaires, pour la dépression, pour tous les problèmes qui affectent la jeunesse. Et donc, en fait, probablement pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire du premier épisode psychotique, ça a commencé autour de l'idée de l'intervention précoce, de l'amélioration du pronostic, etc., etc. Mais quelque part, c'est maintenant comme un mouvement social, un mouvement proactif pour intervenir précocement, parce que si on peut intervenir précocement, pourquoi on laisse les jeunes ou bien les familles avec cette espèce de bataille avec la maladie mentale débutante? On sait également qu'engager les jeunes, c'est un processus qui n'est pas facile. Ce n'est pas n'importe qui va venir frapper à la porte en disant que je suis malade, soignez-moi. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas soignés. Donc, en fait, notre programme Access Canada, et je présente ici au nom d'un grand nombre de chercheurs, en fait, le leadership de ce programme, c'est aussi le docteur Ashok Malla, qui est professeur à l'Université McGill. Et je vais vous dire un peu dans cette présentation comment ce mouvement, ou bien comment Access Canada est né, comment est-ce qu'il a été subventionné, et puis quels sont les principaux principes qui guident notre intervention de transformation de l'offre de services. Donc, c'est un programme de transformation de l'offre de services pour les jeunes au Canada. Ça, c'est les objectifs de ce matin. Parler un peu de la santé mentale des jeunes, l'ampleur des problèmes et ses conséquences. Objectif de TRAM Access. Il y a plein d'acronymes et je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces acronymes. Perspective de jeunes, présentation de Access et puis les composantes de transformation de Access, exemple de réalisation et puis parler un tout petit peu de la recherche. Alors, comme vous le savez probablement, il y a 75% de troubles mentaux qui commencent entre l'âge de 12 et 25 ans. Donc vraiment, la source commence très tôt. 20% des jeunes entre 12 et 25 ans ont un problème de santé mentale identifiable. Donc ça, c'est un chiffre extrêmement important. Et 70% de ces jeunes requièrent une intervention. Mais quand on parle de 20%, c'est vraiment tout le spectre de la sévérité à partir de problèmes simples, de symptômes simples qui peuvent être facilement pris en charge à des problèmes beaucoup plus sévères. L'autre donnée importante est que finalement, il y a probablement plus que la moitié de ces jeunes-là qui n'ont pas accès aux services ou bien qui n'ont pas accès à des interventions adéquates. Donc, ça nous dit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire si on veut engager les jeunes et si on veut avoir une meilleure pénétration thérapeutique dans la population. Et les troubles mentaux commencent par des symptômes qui sont souvent légers, bénins, mais qui peuvent progresser en l'absence de traitement. Et donc, c'est important de faire ces interventions précoces pour éventuellement endiguer l'évolution des troubles psychotiques et de faire de la prévention indiquée. Nous ne sommes pas en santé mentale encore au niveau de la prévention primaire où on connaît vraiment l'étiologie de la maladie, on intervient à ce niveau-là, mais on parle souvent de prévention indiquée, c'est-à-dire lorsqu'on voit des signes qui apparaissent, on peut intervenir éventuellement pour infléchir le cours de la maladie.
Donc ici, quelques données juste pour montrer effectivement que les grandes enquêtes épidémiologiques montrent qu'une grande proportion de troubles mentaux sont dans cette tranche d'âge, donc, et puis la tranche d'âge également de l'adulte jeune, et que quand on voit également pour les enfants, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, l'abus de substances, etc., l'ensemble de ce trouble-là commence vraiment à un âge très jeune et donc d'où l'intérêt des interventions précoces. On peut dire qu'il n'y a pas de santé mentale sans santé mentale des jeunes et sans santé mentale des enfants. Alors, les mêmes chiffres, donc ça c'est des enquêtes canadiennes qui montrent effectivement que ces chiffres de 20% est observé, que ce soit aux États-Unis et au Canada. Ce qui est important aussi, c'est un peu le chiffre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que ça, c'est la proportion de la population avec des troubles psychiatriques et qui indique que ces troubles psychiatriques interfèrent avec leur vie et donc il y a une conséquence sur le fonctionnement. Et donc les conséquences sur le fonctionnement sont tout à fait perceptibles dans cette tranche d'âge-là, de la même manière que dans les autres tranches d'âge. Alors, cette diapositive montre que la majorité, jusqu'à 60% des personnes qui sont jeunes, qui ont des troubles psychiatriques, n'ont pas accès aux soins, que ce soit parce qu'ils ne connaissent pas où est-ce qu'ils vont se diriger, ou bien parce que les soins ne sont pas disponibles. Donc, pourquoi il y a tant de difficultés pour accéder aux soins? Je pense que chaque système a des difficultés. Donc, l'analyse qui se fait au Canada ou bien l'analyse qui se fait à Montréal n'est pas nécessairement l'analyse qui doit se faire en France, parce que chaque système de soins a ses problèmes, chaque système de soins a ses trajectoires pour les patients. Et donc, à mon avis, chacun doit faire l'analyse de ce qui se passe chez lui pour pouvoir comprendre un peu la situation. Mais il y a quand même des éléments qui sont importants. Donc, l'identification et les interventions sont souvent retardés ou bien différés. L'accès aux services non adaptés aux jeunes et à leurs familles. Ça, c'est un grand problème pour nous au Canada. Lorsque les personnes présentent un problème de santé, c'est souvent très difficile d'accéder aux soins. Mais une fois ils sont dans le système de soins, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais l'accès est souvent difficile. Et en fait, l'accès est difficile parce que les systèmes sont fragmentés, parce qu'on a beaucoup de silos, les hôpitaux, les CLSC, les dispensaires, et la main droite ne sait pas ce que la main gauche fait, etc. Et donc, il y a une nécessité d'intégration et d'élimination de ces silos. Donc, les traitements sont majoritairement offerts dans un cadre institutionnel. Ça, c'est un grand problème et Dr Krebs a parlé de la stigmatisation. Moi, je fais aussi un peu de pédopsychiatrie parce que je m'intéresse au TDAH et je sais que les enfants détestent venir à l'hôpital et ils en pleurent quelquefois. Pourquoi est-ce que je vais dans un hôpital psychiatrique? Donc, la stigmatisation pour les jeunes, que ce soit l'autostigmatisation, la stigmatisation par autrui et quelquefois la stigmatisation également par les travailleurs de santé, est un élément très important dont il faut tenir compte. Et puis, la qualité des services est inadéquate et n'est pas nécessairement basée sur les données probantes pour les jeunes. Alors, partout un peu dans le monde, il y a comme une espèce de shift dans le domaine de la recherche. Donc, vous savez probablement qu'aux États-Unis, ils ont décidé que c'est extrêmement important de balancer un peu les mandats de recherche. C'était très basé sur la recherche fondamentale. On s'aperçoit de plus en plus qu'il faut faire de la recherche translationnelle qui profite directement aux patients. Au Canada également, notre organisme subventionnaire le plus important, c'est le Canadian Institute of Health Research, donc les instituts canadiens de la recherche en santé. Et dans les 5 dernières années, ils ont décidé que c'était important de faire également ce mouvement-là. Ils ont créé ce programme qu'on appelle SRAP en français, c'est Strategic Research Strategic Patient Oriented Research, donc stratégie de recherche axée sur les patients. Et donc, le motto de cette recherche-là, c'est vraiment le traitement adéquat pour le patient aujourd'hui même. Et donc, ils ont mis beaucoup d'argent. Et ils ont donc décidé de commencer ce programme avec plusieurs partenaires. Donc, tous les réseaux canadiens est impliqués sur le plan provincial, sur le plan fédéral, sur le plan communautaire. Donc, ils exigent que tous les partenaires sont impliqués dans ces demandes de
fonds-là, multidisciplinaire, une approche multidisciplinaire, et donc basée sur les données probantes et assure une meilleure qualité, responsabilité et accessibilité aux soins. C'est ça l'objectif fondamental. Ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent pour ça. Et donc, cet appel d'offres de subvention, il y a un organisme caritatif, donc c'est la Fondation Graham Booke dont je vais parler, qui a décidé de lancer le TRAM, qui est Translational Research for Adolescent Mental Health. Et cette fondation-là, la Fondation Graham Booke, donc avec le financement TRAM, avec les instituts canadiens, TRAM a mis 12,5 millions de dollars. Les instituts canadiens ont mis 12,5 millions de dollars. Ça fait 25 millions de dollars. Ils ont demandé à tous les chercheurs canadiens de venir avec des propositions. Donc, c'était un processus qui était relativement lent dans cette démarche-là. Initialement, ils ont demandé aux chercheurs de déposer des lettres d'intention. Chaque réseau des chercheurs a mis une lettre d'intention. Puis, par la suite, ils nous ont fait venir dans ce qu'on appelle Strengthening Workshop, où toutes les lettres d'intention, tous les demandeurs de fonds sont venus ensemble dans un hôtel. On les a mis ensemble et on les a forcés à travailler ensemble. Mais ce qui est extrêmement... Ça, c'est un processus qui est tout à fait nouveau pour nous parce que nous étions habitués à travailler chacun dans notre silo pour faire des demandes de fonds. Et la Fondation a dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on veut que les choses fonctionnent. Il faut que tout le monde soit dans une même salle et non seulement les chercheurs, mais également les jeunes, les familles, les organismes communautaires, les politiques, les décideurs politiques, les directeurs d'hôpitaux, etc. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble à cette transformation. Parce que si on veut qu'une transformation soit, si on veut assurer la pérennité d'une transformation, il faut vraiment que tous les parties prenantes soient engagées. Et après ce processus-là, ils ont sélectionné 30 réseaux et ils ont demandé, encore une fois, de soumettre des soumissions donc consolidées. Et finalement, il y a eu trois grands réseaux qui ont été sélectionnés pour une compétition finale. Il y a Access Canada, dont je suis en train de parler, donc, qui est notre réseau situé à McGill et à Montréal. Il y a Canadian Youth Network for Innovation and Mental Health, donc, qui est dirigé par un autre chercheur impliqué dans surtout l'offre des services pour les jeunes. Et puis, il y a Toronto également avec le docteur Peter Zatmari qui a fait une demande. Et finalement, après ce processus-là, Access Canada a été sélectionné pour faire la transformation de santé mentale au Canada. Alors, je pense que fondamentalement, les objectifs de Access Canada, vraiment, c'est basé sur les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, améliorer la capacité à identifier les jeunes atteints de troubles mentaux et puis améliorer la rapidité et la qualité des soins pour ces jeunes-là. Tout azimut, on n'a pas c'est pas la psychose, c'est pas la dépression, c'est pas les troubles dépressifs, mais c'est vraiment donc global. Alors, finalement, cet acronyme-là, Access, est venu lors de ces réunions-là. On s'est réunis, les jeunes, les familles, etc. Et puis, on a décidé quels sont vraiment les mots-clés. Adolescent, young adult, connection to community-driven, donc l'importance de communauté. Early, strength-based and stigma-free services. Donc, ça, ce sont les éléments qui ont été reconnus et retenus comme étant importants. Et bien sûr, comme nous sommes au Québec, et donc l'acronyme, quelquefois difficile à traduire, mais on est arrivé quand même avec une traduction que vous voyez à droite, à votre droite. Alors, les valeurs fondamentales qui guident Access. Une culture de recherche. Et donc, la recherche ici, c'est vraiment au sens de, pas la recherche fondamentale, mais surtout la recherche clinique, axée sur la pleine participation des jeunes, des familles et de communautés. Les jeunes sont impliqués, les jeunes qui ont des expériences de problèmes mentaux sont impliqués dans tous les processus et à toutes les étapes. La reconnaissance qu'une jeune personne en détresse est une personne à part entière et n'est pas réduite à sa maladie. Donc ça, c'est un élément, par exemple, qui est venu lors de ces ateliers ensemble avec les jeunes. Reconnaissance que la détresse mentale est aussi réelle que la douleur physique. Sensibilité aux valeurs socioculturelles. Au Canada et un peu partout dans le monde, les sociétés deviennent très multiculturelles et c'est important de reconnaître que les valeurs culturelles, surtout en santé mentale, sont extrêmement importantes si on veut apporter des soins adaptés. Et des services conçus à partir d'une philosophie de résilience, d'autonomisation, de partenariat et de respect.
Alors, le partenaire, donc le partie prenante, les jeunes avec des expériences vécues. Donc, on a dans notre conseil également un conseil de jeunes qui fonctionne de manière autonome. Une partie de l'argent qui a été donné en subvention va au fonctionnement de ces jeunes-là. Ils se réunissent et ils contribuent à l'élaboration de ces réseaux-là. Les familles, c'est une composante extrêmement importante également dans tout ça et c'est très important de les impliquer dans tous les processus. Donc également, il y a les politiques, les décideurs. Donc, important d'avoir la participation. Nous avons par exemple sur Access le directeur de santé mentale du Québec, qui est le docteur Delorme, qui est PI, donc Principal Investigator sur la demande. Le directeur de l'hôpital est également PI sur cette demande-là. Les organismes communautaires et puis les chercheurs, parce que c'est important également de générer des données pour montrer que ce que nous voulons faire arrive à délivrer ce que nous estimons être important. Donc, les secteurs de transformation, l'identification précoce, donc tous ces jeunes-là, les 60% qu'on n'arrive pas à identifier, donc Youth in Need of Identified donc Early, identification précoce, extrêmement important de diversifier les portes d'accès parce que si on se restreint simplement à l'hôpital ou bien au CLSC, c'est probablement on va rester avec le même problème d'accessibilité. Donc, important de multiplier les portes d'accès aux soins et puis une fois qu'on a l'accès, il faut bien sûr délivrer des interventions qui sont basées sur les données probantes et qui sont adéquates pour les jeunes. Donc, les éléments communs de la transformation, les jeunes et les familles, autonomisation des aidants, implication du système, y compris les ressources communautaires. Nous avons adopté la théorie de changement comme cadre de référence pour les réseaux, pour chaque site et pour les éléments essentiels de la transformation. Donc, on a vraiment une grille dans laquelle on identifie quels sont les éléments de transformation pour chacun des sites que nous avons sélectionnés. Et puis, on doit suivre de manière très détaillée ces transformations-là. Donc, on travaille avec cette théorie donc, approche en profondeur de la transformation dans les sites. Cette approche-là est dictée par les besoins locaux, les réseaux et les contextes. Comme on est au Canada, on a des grandes villes comme Paris, Montréal, par exemple, c'est une grande ville, Toronto est une grande ville, mais on a également des communautés de 600 habitants au nord du Québec, chez les Inuits, et donc il faut quelque part adapter cette réalité-là. Donc, dans ces populations-là, la médecine occidentale n'est pas vraiment l'approche la plus importante, ils ont des approches plus holistiques. Donc, on a voulu vraiment être intégrateur et nous adapter à tous les contextes. Extrêmement important, si on veut faire de la santé mentale chez les jeunes, d'utiliser des cyberstratégies. Les jeunes sont branchés tout le temps sur leur iPhone, sur iPad, etc., etc. Si on veut améliorer l'accessibilité ou bien même les interventions thérapeutiques par l'intermédiaire des interventions, par exemple, psychologiques sur Internet. C'est une stratégie qu'on est en train de développer et on a développé une partie de cette stratégie-là. Et puis, très important de travailler sur les transferts de connaissances et la création de communautés des soins. Alors, l'identification précoce des cas, donc appui à l'intégration des services et des systèmes de tous les partenaires, accroître la capacité de tout le système et les parties prenantes à identifier et accéder à de l'aide en renforçant les liens et les techniques d'identification précoce. Par exemple, pour les troubles psychotiques, ce que nous avons fait, c'est nous avons élaboré des vignettes vidéo que nous distribuons dans les lycées, que nous distribuons dans les collèges, etc. Donc, l'une des techniques. Mais ça peut être d'autres techniques dépendamment du contexte. Créer un site multilingue et interactif 24/7. Nous avons également au Canada un réseau téléphonique qui s'appelle Kids Help Phone que nous allons adapter pour notre réseau Access. Et donc, les jeunes peuvent accéder à ce service-là et peuvent être orientés à travers ce service-là pour Access. Identifier le trouble psychotique parmi les jeunes sortant du système judiciaire et les orienter aux services appropriés. Ça, c'est ce qu'on appelle Youth Deflection. On sait très bien que parmi les jeunes, il y a beaucoup qui finissent dans le système judiciaire et qui ont plus de problèmes psychiatriques que de problèmes judiciaires. Et ça, c'est important de travailler avec la police et avec le système judiciaire pour identifier ces cas-là. Et puis,
les populations vulnérables, c'est aussi un élément très important. Donc, les sans-emploi, les sans-éducation, les minorités ethniques, les personnes sous la protection de la jeunesse, les autochtones, les sans-abri. Donc, nous avons engagé des contacts avec tous ces réseaux-là pour améliorer la détection précoce de ce jeune vulnérable. Alors, accès rapide direct à l'évaluation par un seul point de contact qui sera très médiatisé, c'est ce qu'on appelle Access Clinician. Donc, au lieu d'avoir des points multiples d'accès, nous allons en fait créer cet Access Clinician qui sera capable de faire les évaluations immédiates de ces jeunes-là et qui sera formé pour identifier et pour orienter les jeunes en fonction de leurs besoins. Et l'Access Clinician sera accédé en fait indépendamment de la gravité et du type du problème. L'aide peut être recherchée par les jeunes eux-mêmes ou bien par les personnes proches des jeunes. Pas besoin de référence, donc c'est extrêmement important que l'accès soit vraiment direct. Au Canada, jusque-là, on a besoin d'une référence du médecin généraliste pour accéder aux spécialistes, mais on sait que c'est une entrave importante. On va viser une évaluation dans les 72 heures. Maintenant, c'est encore dans les 30 jours, etc., mais on va essayer de cibler cette cible-là qui sera un élément important pour nous. Plusieurs portails d'accès en ligne et hors ligne, comme je l'ai déjà mentionné, faciliter la recherche d'aide et d'engagement futur dans les soins par l'évaluation initiale dans tous les milieux. Il ne faut pas attendre qu'un jeune vienne à l'hôpital ou bien vienne au clinicien Access. On le fait maintenant. On va dans la communauté, on va dans les coffee shops, on va dans les maisons pour faire les évaluations sur place. Et également travailler de très près avec les familles et avec les pères aidants dans l'évaluation des jeunes. Je ne sais pas si la notion de père aidant est développée ici, mais ça se développe beaucoup au Canada. Donc, il y a des formations spéciales pour les personnes qui ont eu des troubles psychiatriques et qui deviennent eux-mêmes des pères aidants. Alors, bien sûr, il va falloir, une fois identifié, donner des soins appropriés. Donc, ce sont des soins qui vont être axés sur le rétablissement approprié pour les jeunes, engageants, respectueux des droits. Des soins rapides, fluides, contenus après la première évaluation, intervention fondée sur les données probantes, échelonnées selon le degré de la maladie et les soins dont les jeunes ont besoin, des transitions de services basées sur les besoins et non sur l'âge. Un des grands problèmes également qu'on a dans notre système et probablement dans plusieurs systèmes, c'est la division entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. Et les gens vont en fait tomber entre les cracks du système. Le pédopsychiatre les relègue à l'adulte et l'adulte ne veut pas les prendre, etc., etc. Et donc, par exemple, dans le programme PEP Montréal, déjà il y a 15 ans, on a commencé vraiment avec la fourchette d'âge entre 14 et 35 ans. Donc, on a éliminé complètement cette barrière-là. Et l'un de nos objectifs, c'est d'éliminer cette barrière-là dans notre système de soins. Et ce n'est pas facile, mais on est en train de trouver des solutions pour ça. Donc, des soins axés sur les objectifs personnels, l'amélioration des habitudes de vie sociale, l'éducation et les professions. On a par exemple des travailleurs dont le travail consiste à aider les étudiants à revenir aux études ou bien à revenir au travail, soutien des familles et des jeunes aidants, la participation active des familles et des soins attentifs aux besoins des jeunes et aux atouts locaux et culturels. Alors, comme Marie-Odile l'a dit, le 25 millions de dollars, c'est à mon avis une toute petite somme d'argent si on veut faire vraiment une transformation globale sur l'échelle d'un pays grand comme le Canada. Donc, dans notre proposition, on a décidé de prendre des sites urbains, donc Montréal, avec le C3S, c'est le centre de soins de la montagne et Dorval-Lachine-La Salle. Ça, c'est Dorval-Lachine-La Salle, c'est le secteur où
où est localisé l'hôpital Douglas. Et donc, dans ce site-là, on est en train de faire une transformation beaucoup plus profonde parce qu'on essaye vraiment de couvrir le spectre entier des soins à partir des maladies psychiatriques les plus bénignes jusqu'aux maladies les plus sévères. Edmonton, nous travaillons avec une organisation en fait semi-gouvernementale qui s'appelle CASA, qui fait de la pédopsychiatrie, et l'Université d'Alberta pour la santé mentale des étudiants. Des sites semi-urbains, nous travaillons avec Chatham-Kent, Sarnia, et c'est en Ontario, quelque part ici, c'est un secteur semi-urbain rural. La province de Nouveau-Brunswick, qui est une petite province de 800 000 habitants, donc elle s'est engagée en tant que province pour travailler avec nous. Et puis, nous avons également plusieurs sites éloignés, donc des regroupements de populations isolées au nord du Québec, les Premières Nations escosaises en Nouvelle-Écosse, les Cris, Ewu, Etchi, je m'excuse si j'ai du mal à prononcer, et puis plusieurs autres, donc Inuit au nord nous avons également deux populations vulnérables, les enfants sous la protection de la jeunesse au Québec et à Montréal en particulier, et les jeunes sans-abri de Montréal. On a une organisation qui s'occupe de ces jeunes-là, qui est engagée avec nous dans cette transformation. Alors, pour chaque site, le travail que nous sommes en train de faire, c'est vraiment travailler spécifiquement sur quelles sont les barrières, l'identification des barrières qui empêchent l'atteinte des objectifs d'identification précoce des jeunes qui ont un besoin de prestations de santé mentale et quels sont les problèmes avec l'accès rapide. Et puis, utiliser l'effet levier de la réorganisation des soins de santé mentale et des réseaux déjà existants avec l'ajout de ressources supplémentaires d'accès et l'expertise des différents partenaires. Au Québec, là, nous sommes en train de connaître un grand mouvement également, comme vous êtes en train de le connaître ici probablement, où il y a une consolidation des services. En fait, l'hôpital Douglas, on a perdu notre conseil d'administration parce que nous faisons maintenant partie d'un plus grand conseil d'administration. Et donc, c'est des challenges, mais également c'est des opportunités. Donc voilà, là c'est Access au centre et ça, ce sont tous les partenaires. Mais ce qui est extrêmement important quand nous sommes engagés dans ce processus-là, tout d'un coup, il y a une espèce de floraison importante de donataires qui veulent donner de l'argent et qui veulent consolider les initiatives. Il y a également les gouvernements provinciaux qui veulent s'engager dans cette santé mentale. Par exemple, le gouvernement de Québec, maintenant, le deux motos de santé mentale, c'est pleine citoyenneté et santé mentale des jeunes. Donc, ils ont décidé vraiment de mettre plus d'argent. Donc, en plus de ces 25 millions, il y a comme une espèce de momentum politique, social, pour aller de l'avant avec la santé mentale des jeunes. Et maintenant, en fait, la Fondation Graham Bock a décidé de donner plus d'argent pour aller à un modèle éventuellement plus élaboré qu'on va appeler Access Plus et qui va être implémenté dans un certain nombre de ces sites. Par exemple, le CLSC d'Orval-Lachine-LaSalle, dont j'ai parlé, on va aller vers cette transformation. Alors, je vais avec vous voir un exemple un peu plus détaillé. Par exemple, dans ce CLSC d'Orval-Lachine-LaSalle, nous avons une population de 10 600 jeunes âgés de 11 à 25 ans donc dans cette zone desservie. On sait que le CLSC, il voit seulement 380 jeunes qui ont sollicité de l'aide et seulement 108 ont reçu des services. 30 patients de ces jeunes-là ont été hospitalisés et 50 ont reçu des services externes à l'hôpital Douglas. Donc, il y a un total de 668 qui ont sollicité ou reçu des services. Par contre, si on va avec les estimations de 20% de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale éventuellement, on estime qu'il y aura à peu près 2000 jeunes qui auront besoin, de services et donc estimé sur 20% donc, qui ont besoin de services et 50 à 60% de ceux-ci auront besoin d'une intervention. Donc on estime qu'à peu près 1462 jeunes doivent être servis par le CLSC d'Orval-Lachine-LaSalle. Donc on a ces chiffres-là. Comment est-ce qu'on va faire alors que jusque-là, c'est seulement une petite proportion qui a reçu des services? Alors,
je vous épargne un peu les analyses, mais on a fait à peu près les mêmes analyses pour l'hôpital Douglas. Donc, on a 20% de nos patients de l'hôpital qui sont dans cette tranche d'âge-là. Donc, on sait à peu près quelle est la population dont on veut servir, qu'on veut servir. Et donc, sur cette base-là, on a 1500 jeunes sur 250 jours par année. Il nous faut voir à peu près 6 jeunes par semaine. Et donc, à partir de là, on peut calculer quels sont nos besoins en travailleurs de santé. Et donc, pour ça, il va falloir certainement mettre plus de ressources. Alors, dans ce CLSC-là aussi, ce qu'on va faire, c'est que Access va pourvoir à une partie des ressources et puis les troubles les plus sévères vont être plus couverts par l'hôpital Douglas quand ils ont besoin d'hospitalisation. Voilà un peu le modèle qu'on essaie de développer. Donc, on sait que le CLSC, donc le Centre local de soins et de services sociaux, il couvre une toute petite partie de la population. L'hôpital Douglas également couvre une toute petite partie de la population et nous avons Access qui peut donner des moyens. Ce que nous allons faire, c'est en fait retirer des ressources à partir de CLSC, de l'hôpital, de Access, renforcer ça par Access Plus et en fait avoir un service complètement intégré. Et probablement, ce service-là sera installé dans la communauté comme un point de chute, comme un point de rencontre pour les jeunes. C'est un peu dans le modèle Headspace, donc, qui va servir la santé mentale de ces jeunes-là. Alors, la composante finale, je vais parler un tout petit peu de la recherche. Donc, on va évaluer comment et dans quelle mesure Access augmente le taux d'identification précoce des cas de jeunes ayant des troubles de santé mentale, fournit aux jeunes et à leurs familles, à leurs aidants, un accès rapide et engageant à une évaluation en santé mentale et au soutien, augmenter l'implication des jeunes et des familles et des aidants, et leur participation active dans l'élaboration des soins de santé mentale, améliorer le pronostic des jeunes en santé mentale, améliorer le bien-être et la participation sociale des écoles et des organismes communautaires. En fait, donc, on va utiliser une méthodologie de recherche qui s'appelle un essai clinique Step Widget. Donc, en fait, les sites vont être randomisés et on va avoir 2 vagues de transformation parce que l'intervention, c'est vraiment la transformation de santé mentale. Donc, la première vague, elle va commencer avec 3 centres où on va commencer, et on a déjà commencé la transformation. Et puis, une année plus tard, une deuxième vague de transformation, si bien qu'on va pouvoir collecter des données de base pour ces sites-là alors qu'ils ne sont pas en transformation et ces données de base vont nous permettre de faire des comparaisons avec les sites qui ont commencé plus tôt. Et il y aura des sites où en fait on va avoir plus de la recherche de processus et de la recherche qualitative qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans cette transformation. Alors, comme je vous ai dit, en fait, c'est un processus qui n'est pas du tout facile parce que ça implique énormément de partenaires, parce que les attentes sont très importantes, parce qu'il faut gérer tous ces sites-là, toutes les attentes, les chercheurs, les familles, les jeunes, etc. Et je vois un peu dans la gestion quotidienne combien ça peut être compliqué. Donc, la gestion de la croissance, je pense que c'est quelque chose de compliqué, mais nous pensons qu'on va y arriver par le renforcement des capacités d'innovation grâce à de nouveaux modèles de prestation de services. Par exemple, le soutien des jeunes et de leurs familles par les pères aidants, nouvelle clinique de jeunesse santé mentale à Edmonton, probablement quelque chose également qui va ressembler à Headspace dans certains autres centres, etc. Donc, changement de la politique par l'engagement profond des politiques et des décideurs à tous les niveaux. Et c'est très important de faire cet engagement-là avec les décideurs et les politiques. Intégration de nouvelles initiatives dans le système existant de manière durable, ceci est la force d'Access. Et engager et créer des communautés d'innovation et de pratique avec le développement de conférences consensus. Donc, en conclusion, la transformation
Le message à retenir, c'est une transformation qui sera réalisée grâce à la création d'une culture de soins partagée par toutes les parties prenantes, soutien hautement ciblé, bien organisé pour satisfaire les attentes plus nombreuses et ambitieuses des différents protagonistes, innovation, donc accès rapide à des soins intégrés, abolition des silos, entre les différentes parties prenantes et les organismes. Et notre mouvement de transformation est en marche et je pense que nous allons le soutenir et j'espère que d'ici 5 années, je peux vous présenter des résultats. Alors, avant de conclure, je tiens à dire qu'en fait, c'est un réseau. Donc, il y a plusieurs partenaires pour cette subvention-là, donc Access. Ashok Mala, qui est également professeur à McGill, c'est le principal investigateur nominé. Mais nous sommes en fait un core group qui travaille avec Dr Mala, y compris moi-même. J'ai mentionné le Dr André Delorme, qui est le directeur de santé mentale au Québec, donc qui est PI également, Lynn McVeigh, directrice de l'hôpital, qui est PI. Les jeunes, donc ils ont leur propre comité, et puis les familles avec Marianne Levasseur. Mais je dois dire que sur la demande, il y a probablement 200 personnes qui sont impliquées entre principal investigateurs, collaborateurs, etc. Et je vous remercie pour votre attention.